On parle de développement démographique, on dit qu'il y a une explosion de la population et notamment du nombre d'urbains. Selon certaines prévisions, dans 20 ou 30 ans, on aura 860 millions d'urbains en plus en Afrique. Euh, Est-ce que c'est une opportunité ou une menace pour les villes que vous connaissez? Alors, de mon point de vue, et c'est un peu la réponse facile, mais ensuite je vais prendre un point de vue un peu plus direct. Évidemment, c'est à la fois une menace et une opportunité. La menace, c'est que des processus de bidonvillisation se développent à grande vitesse si ce développement urbain est mal géré. Mais à mon avis, c'est surtout une opportunité. Parce que quand on prend un peu de recul historique et géographique, eh bien, euh, partout dans le monde, l'urbanisation a été un processus fondamental du développement économique et social des pays. Donc, je pense qu'en Afrique aussi, il faut essayer de voir les choses de cette manière-là. On dit souvent que le taux de croissance est très élevé, mais en réalité, quand on prend aussi ce recul, on s'aperçoit que c'est des taux que les villes américaines du Nord, hein, ont connus, ou connaissent parfois encore. Donc, les taux de croissance eux-mêmes ne sont pas forcément si énormes que ça. Et je crois qu'il faut vraiment se focaliser sur l'opportunité historique que cela représente en termes de croissance économique et en termes de changement de la société, parce que les urbains sont en général plus libres, plus éduqués, les femmes en particulier font moins d'enfants, font plus d'études. De mon point de vue, il y a l'effet push et l'effet pull, c'est-à-dire qu'il y a l'attraction de la ville auprès des populations rurales, mais il y a aussi le souhait, et ça qui peut être légitime, hein, de quitter un mode de vie parfois traditionnel dans les campagnes. Mais je voudrais rappeler que dans ce qu'on appelle l'urbanisation, il y a trois processus en réalité. Donc il y a le solde naturel, c'est une chose. Il y a les migrations. Moi, je n'aime pas du tout le terme d'exode rural parce qu'on a l'impression qu'il y a une dimension biblique et que les gens sont arrachés de la terre pour être plongés dans des bidonvilles. C'est assez idéologique comme discours, donc je préfère parler de migration. Et c'est des migrations parfois du rural vers l'urbain, mais aussi de villes moyennes vers des villes plus importantes, et des villes secondaires vers la capitale. C'est un processus complexe. Et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, l'extension des villes. Donc effectivement, l'urbanisation augmente, mais parce que le périmètre qu'on utilise quand on calcule la population d'une agglomération augmente par croissance spatiale. Donc on agrège de plus en plus de communes quand on dénombre les urbains. Donc, il faut bien distinguer ces trois différents processus et rappeler que c'est une grande opportunité et que si on avait le temps, si j'avais le temps de vous le démontrer à partir de données statistiques que tout le monde peut consulter sur Internet, on s'apercevrait qu'il n'y a pas de pays riches qui soient ruraux et il n'y a pas de pays pauvres qui soient entièrement urbains. Donc la croissance économique, l'urbanisation sont intimement liées. Je ne dis pas que l'urbanisation crée automatiquement de la croissance économique, mais je dis que les processus sont intimement liés parce que quand on regarde de près ce qui fait la croissance économique des pays, ces 50 dernières années, c'est l'industrie et les services, c'est-à-dire l'économie urbaine. Euh, et donc c'est fondamental, je pense, pour la croissance économique globale de l'Afrique, la croissance des villes. Globalement, aujourd'hui, bon, on parle depuis quelques minutes de transport et de projets de transport, mais globalement, c'est de la route qu'on construit, hein. Je pense que les financements majoritaires, et on voit chaque ville a sa rocade, sa deuxième rocade, sa troisième rocade, et chaque ville a ses nouveaux ponts pour traverser la lagune plus facilement, et chaque ville veut son autoroute ou autoroute à péage si on est à Dakar. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire finalement ce qu'on a fait en Europe et on est en train de revenir en arrière un peu en Europe sur cette métrique de la voiture et finalement on a en Afrique encore la possibilité de ne pas tomber dans cette métrique totale de la voiture et, euh, et qu'est-ce qu'on doit faire en fait? C'est vrai qu'il y a une pente spontanée des États, des villes, des bailleurs pour faire des routes. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je nuancerai quand même parce qu'il y a aussi des pays où le nombre de routes, la quantité de routes a diminué depuis 50 ans, hein, parce que tout simplement les États n'arrivaient pas à les maintenir. Donc il y a objectivement des cas où il y a besoin de refaire des routes.
Et puis, il y a évidemment aussi des cas où la croissance des villes est telle qu'il va bien falloir faire des routes. Donc, moi, je n'opposerai pas totalement la question routière et la question des transports en commun. D'ailleurs, pour faire rouler les bus, il faut bien qu'il y ait des routes. Euh, Ça, c'est un premier point. Ce que je veux dire, c'est que souvent aussi le débat, on cite le cas de rocade, de troisième, quatrième rocade, etc. Processus un peu à la chinoise ou à l'indienne, effectivement, qu'il faudrait éviter. Mais parfois, il faudrait surtout s'interroger sur comment on fait la route, ou plutôt comment est-ce qu'elle s'intègre dans le tissu urbain. Est-ce que c'est une rocade autoroutière ou est-ce que c'est un boulevard urbain? C'est pas du tout la même notion. Et les bailleurs ont du mal à rentrer dans cette logique-là. J'ai un certain nombre d'exemples en tête où on finance au début une rocade parce que c'est un peu la demande du ministère, par exemple. Et en réalité, sur le terrain, on s'aperçoit que ce qu'il faut faire, c'est un boulevard avec tout un projet urbain autour. Et là, c'est beaucoup plus complexe et souvent, il n'y a pas les capacités à concevoir cet ensemble du développement urbain qui va avec la route. Donc la route, c'est un sujet très important, c'est un élément très structurant de la ville et il faut le concevoir dans sa globalité. Voilà. Mais ça, cela étant dit, effectivement, une des opportunités historiques pour les villes africaines, c'est d'éviter évidemment les erreurs des villes du Sud, le tout routier, l'époque où en France on disait il faut adapter la ville à la voiture, il faut absolument éviter ça. Il faut profiter euh, du, du, euh, du pourcentage de piétons très élevé qu'on a aujourd'hui dans les villes africaines pour faciliter la vie aux piétons. Ça devrait être une priorité absolue. Parce que quantitativement, c'est encore le mode très majoritaire. Donc, tout ça, ce sont des raisons pour dire il y a des opportunités. C'est vrai que ce n'est pas la pente tout à fait naturelle des acteurs actuellement en jeu, mais on voit émerger de nouveaux acteurs. Je vois une nouvelle génération de spécialistes, d'urbanistes, de professionnels dans ces domaines en Afrique, des spécialistes africains, qui, euh, qui ne fonctionnent plus comme d'autres générations qui ont été formées, d'ailleurs en France en général dans les années 60 ou 70 ou ailleurs, et qui étaient donc formées à cette époque du prisme pro-routier. Donc il y a cette nouvelle génération, je pense, africaine qui est en train de se former ou d'émerger et qui va prendre des positions différentes et plus intégrées de la question urbaine. Alors, pour revenir sur le vif du sujet, sur nos villes africaines, on a l'impression que depuis quelques décennies, on essaie, tant bien que mal, de mettre de l'ordre, hein. On parle souvent du secteur informel et on essaie de formaliser ce secteur. Et puis, ça fait des décennies qu'on essaie de faire ça avec plus ou moins d'échecs à la clé. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui un contexte qui aurait changé, qui nous permettrait d'aller sur des choses un peu plus positives où est-ce qu'on est finalement dans ces villes condamnées à refaire les mêmes erreurs que l'on fait depuis des décennies? Moi, je crois qu'on est condamné à changer les choses parce que euh, jusqu'à présent, les erreurs qu'on faisait ont pu être encaissées par les sociétés parce que nous avons des sociétés relativement résilientes. Mais aujourd'hui, nous sommes à des échelles telles que ça ne sera plus possible d'ici très peu. Euh, Jusqu'à présent, on prévoit le futur des villes africaines de manière statistique, comme une extrapolation du présent. On dit aujourd'hui nous sommes 3 millions d'habitants à Dakar, dans quelques années nous serons 4 millions, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Or, on se rend compte que déjà pour le présent, nous ne sommes pas capables, nous n'avons pas les moyens d'offrir les conditions de vie décentes minimales à la population. Et je ne vois pas comment, dans le cadre du système économique que nous avons, nous pourrons dégager des moyens supplémentaires pour ces populations. Donc, il me semble que c'est une évidence, c'est une question de survie pour les pays africains, pour les villes africaines, de commencer à penser, comme disent les Américains, out of the box. Il faut absolument que l'on change les paradigmes, que l'on se pose la question de l'urbanisation en Afrique de manière différente. Et l'un des grands problèmes que j'ai, c'est que très souvent, ces questions d'urbanisation sont à une échelle telle qu'elles sont posées par des grands organismes internationaux, la Banque mondiale, etc., qui viennent avec des idées préconçues
et qui n'ont pas une idée du vécu réel, des dynamiques populaires, parce qu'il y a des initiatives populaires, des dynamiques populaires extrêmement fortes. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, jusqu'à présent en tout cas, tous les plans d'urbanisme que nous avons eus dans les villes d'Afrique noire ont été dépassés avant même que l'on prenne les textes pour leur application. Donc, ça ne sert à rien de continuer sur ce chemin. Il faut à un moment donné s'arrêter et se demander qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, quels sont les paradigmes qu'on peut utiliser, comment changer notre manière de penser la ville et de penser son insertion dans notre cadre national. Aujourd'hui, les villes dont on parle, ce sont toutes des villes qui sont issues du phénomène colonial. Dakar, Abidjan, Conakry, etc., etc. Et toutes les villes de l'armature urbaine traditionnelle africaine ont disparu ou n'ont plus de rôle, sauf un rôle touristique. Aujourd'hui, de voir que Tombouctou est un peu confronté à un rôle touristique alors que c'était un des plus grands centres universitaires du monde, c'est un peu triste. Donc, il faut qu'on se pose la question des villes qui comptent, entre guillemets, aujourd'hui, à quoi elles servent, comment elles ont été créées, dans quel but, et qu'on se demande si on peut les utiliser ou les détourner en tant qu'outil de développement pour pouvoir promouvoir un autre type de croissance, un autre type d'organisation de nos sociétés. Mais pour moi, ça veut dire que, en fait, la question urbaine n'est pas simplement une question technique, une question de planification, une question de capacité technique des pays africains, c'est d'abord une question de politique et de choix de société. Et c'est pour cela que c'est une question qui sera très, très difficile à régler. Elle ne peut pas se régler en une génération. Il va falloir que les Africains se posent la question du modèle qu'ils veulent avoir et qu'ils se demandent si les outils qu'ils ont, les espaces qu'ils ont permettent d'arriver à ce modèle de société. Mais alors justement, ma question est double, c'est que est-ce que, on a les bons modèles, est-ce qu'on utilise les bons modèles? Et deux, à vous entendre, est-ce qu'il y a matière à être optimiste? Parce que je suis prêt à signer ce que vous venez de dire, mais et on est d'accord qu'on a besoin de ce changement de paradigme. Mais ce qui va venir, est-ce qu'on peut être optimiste sur finalement le fait qu'à un moment donné, on sera obligé de changer? Je crois, parce que les modèles, et ça je réponds de manière très claire, les modèles ne marchent pas. Aujourd'hui, aucun de nos modèles sur le développement de la ville, sur la croissance de la ville ne marche. On a essayé de contenir cette croissance d'une manière ou d'une autre. On a essayé de développer les villes d'une manière ou d'une autre. On a essayé même de créer des villes nouvelles. On a aujourd'hui l'exemple de Diamniadio à Dakar. On a eu l'exemple d'Abuja, créé pour remplacer un peu Lagos. On a eu Yamoussoukro, créé pour... développé pour remplacer Abidjan. Aucun de ces modèles ne marche. Donc, à un moment donné, il nous faudra trouver autre chose. Mais autre chose, quand je dis que c'est un problème politique, c'est que je me rends compte que la conception même que nous avons du développement de nos pays est problématique. Déjà, la notion de développement est problématique. Aujourd'hui, c'est une notion sur laquelle nous n'avons pas de prise en tant qu'Africains. On mesure le développement avec des outils qui ont été façonnés à l'extérieur de l'Afrique et qui nous sont appliqués sans que nous ayons la moindre part de critique par rapport à ces outils. Et il me semble que tant que nous continuerons à essayer de rattraper l'Occident, à essayer de nous caler sur des modèles de développement qui ont été développés ailleurs que par nous-mêmes, on ne pourra pas s'en sortir. Donc Jean-Charles Tal, vous formez des futurs praticiens. Pourquoi la profession d'architecte et d'urbaniste met tant de mal à émerger en Afrique? Il y a finalement très peu de lieux de formation. Personne ne veut investir dans la formation des architectes et des urbanistes, alors que finalement la demande est énorme. Et si je reprends ce que vous disiez avant, tous les grands organismes internationaux nous disent justement que l'avenir est urbain. Et d'un autre côté, on forme personne pour cet avenir urbain. C'est un gros paradoxe. Déjà, il faut se rappeler que l'école d'architecture de Dakar, l'école nationale qui existait, a été fermée au début des années 90, à la fin des années 80, sur la base d'un rapport de la Banque mondiale. Un rapport d'optimisation de l'enseignement supérieur qui disait qu'on n'avait pas besoin d'avoir deux écoles, une à Dakar, une
à Lomé et que tout le monde pouvait être formé à Lomé. C'est ce qu'on appelait mettre ensemble les ressources. Aujourd'hui, on se rend compte que la profession d'architecte a perdu beaucoup de crédibilité. Dans les années 70-80 au Sénégal, c'était une profession qui était portée par l'État. C'est l'État qui avait décidé, le président Senghor à l'époque, de former des architectes, de former des urbanistes et d'avoir des ressources nationales capables d'adresser les problèmes énormes qui étaient en perspective. Aujourd'hui, si on prend l'État sénégalais, je crois qu'il reste moins de 5 architectes dans l'ensemble de l'administration centrale sénégalaise. Il y a moins de 5 urbanistes sur l'ensemble des services de l'État du Sénégal et il n'y a plus de formation d'urbanisme du tout. L'État s'est déjà engagé. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un manque de prise de conscience de la part des autorités centrales du rôle des architectes. Et ça se voit y compris dans les projets de l'État. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons plein de grands projets de l'État. Aéroport international, sur lequel il n'y a pas d'architecte sénégalais qui est intervenu. Il y a des grands projets sur la requalification de l'ancien aéroport de Dakar. Il n'y a pas d'architecte sénégalais qui interviennent. On a un centre international de conférence, il n'y a pas d'architecte sénégalais qui interviennent. Et donc, il y a une espèce de paradoxe où les États sénégalais, les États africains vont dans les grandes conférences internationales sur l'habitat et disent nous avons besoin de formation, nous avons besoin de ceci, cela, mais le peu d'architectes et d'urbanistes qui sont dans nos pays ne sont pas utilisés par l'État, qui préfèrent systématiquement sur tous les projets faire intervenir des architectes et des urbanistes qui viennent d'autres pays, avec cet argument très, très drôle qu'un ministre m'a dit un jour, oui, mais vous n'avez pas d'expérience, donc on préfère faire travailler des architectes français, allemands, etc. Et je lui ai répondu, mais monsieur le ministre, c'est la première fois que vous êtes ministre, vous n'avez pas d'expérience en tant que ministre, on aurait pu prendre un ministre français ou allemand à votre place. C'est un non-sens.